cours porte sur la fin du petit 1 du grand 3, donc sur ce cours sur les enjeux démographiques, sur les migrations. Le grand 3 donc porte sur les migrations et le petit 1 porte sur les facteurs économiques des migrations. Et dans le cours d'aujourd'hui, hein, j'ai plutôt développé des exemples ou quelques exemples de grandes phases migratoires et leurs déterminants économiques et leurs facteurs économiques. Donc c'est vrai que c'est un peu plus descriptif, hein, c'est plus pour alimenter des exemples ou avoir des connaissances un peu historiques ou contemporaines sur les phénomènes migratoires. Alors, la question que j'ai eue, elle portait sur ce document que j'ai affiché là sous nos yeux. J'espère que tout le monde le voit bien, c'est le document 48. Et en fait, c'était une question un peu générale, hein, de lecture de ce document 48, hein, comment est-ce qu'on lit ce document 48. Alors, donc c'est un graphique, hein, puisque vous avez deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Sur l'axe vertical, vous avez un nombre, donc le nombre qui correspond au solde migratoire net, donc Net International Migrations, solde migratoire net. Alors le solde migratoire net, vous le savez, mais je le redéfinis, c'est la différence entre les personnes qui entrent sur le territoire et les personnes qui sortent du territoire, donc la différence, si vous préférez, entre les immigrants et les émigrants pour un territoire donné. Donc ça c'est le solde migratoire net, hein, l'axe vertical, et l'axe horizontal présente disons l'échelle, l'éventail des revenus par habitant, hein, PIB par habitant, des différents pays. Donc vous avez un classement des pays selon leur PIB par habitant qui est dans cet axe horizontal. C'est pour ça qu'on trouve sans surprise les États-Unis. Alors il y a d'autres petits pays qu'on observe, alors je vais mettre le pointeur, hein. Il y a d'autres petits pays, hein, qu'on observe plutôt l'approche de l'axe 0, de l'axe horizontal, qui peuvent être des pays comme qui ont un PIB par habitant supérieur, hein, donc des petits pays par exemple comme le Qatar, les Émirats, etc., ou la Norvège. Mais vous avez donc ici plutôt dans cette partie du graphique des pays qui ont un PIB par habitant relativement élevé, et dans la partie euh, gauche du graphique plutôt des pays qui ont un PIB par habitant faible. Alors ensuite les couleurs à quoi elles correspondent? Elles correspondent en fait à des régions du monde, hein, tout simplement. Donc le code couleur, il est pas inintéressant, mais c'est peut-être pas l'essentiel pour ce graphique. Alors le code couleur correspond à des régions géographiques qui sont définies ici dans la légende. En rose, Afrique subsaharienne, en bleu par exemple Asie pardon, centrale et Asie du Sud. L'Europe et l'Amérique du Nord, donc plutôt les pays développés, sont en rouge. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut lire le graphique, les couleurs, les régions, l'axe vertical, le sol migratoire, l'axe horizontal, le PIB par habitant, et puis la dernière chose c'est la taille des bulles. Bon, ça c'est peut-être pareil, c'est pas l'information principale, mais la taille des bulles c'est le poids démographique, hein, ça représente le poids démographique des pays les uns par rapport aux autres. Donc forcément la Chine et l'Inde, hein, sont celles qui ont les bulles les plus importantes. Les États-Unis, c'est un pays aussi très peuplé. Voilà. Alors, après, c'est quoi la conclusion de ce graphique? Enfin, une des conclusions que l'on peut tirer. Alors, je vais prendre un crayon. On va le mettre en rouge. C'est que, alors, très approximativement, hein, on peut tracer une espèce de courbe, d'accord, qui aurait à peu près cette tête-là, et qui nous montrerait quoi? Qui nous montrerait que en fonction donc du niveau de richesse, du PIB par habitant, qui est encore une fois représenté ici, eh ben, on a un solde migratoire qui va être très différent. Alors c'est un solde migratoire qui a été calculé pardon, sur 10 ans, entre 2010 et 2020, donc avec des estimations pour 2019 et 2020. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai un PIB par habitant faible, j'ai une plus forte tendance à avoir un solde migratoire négatif, c'est-à-dire de l'émigration. Et lorsque j'ai un PIB par habitant qui s'élève, j'ai plutôt tendance à avoir un solde migratoire positif, c'est-à-dire une immigration. Donc c'est une manière de dire que aujourd'hui encore, à l'échelle des migrations internationales, le fait que le pays soit riche et développé, c'est un facteur plutôt attractif pour les migrants. Et le fait que le pays soit pauvre
et peu développé, c'est plutôt un facteur d'émigration, un facteur qui va pousser les migrants à quitter un territoire. Hein, donc en fait, c'est le sens de ce graphique, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Voilà. Alors évidemment, après, il y a des effets de volume qui n'apparaissent, enfin qui apparaissent, et il n'y a pas des effets de proportion. Par exemple, pour la Chine et pour l'Inde, hein, on voit qu'on a entre 3 et 5 millions de soldes migratoires nets négatifs. Mais il faut bien comprendre que c'est des populations de plus d'1,3 milliard d'habitants. Donc finalement, relativement à leur population, ça fait un taux d'émigration qui est assez faible. D'accord? Et ça, le graphique ne permet pas tellement de le signaler. Alors, c'était Océane, hein, qui avait posé la question de la lecture et de l'interprétation de ce document. Tu peux me dire, Océane, hein, dans le chat, si l'explication maintenant te paraît plus claire, et pour les autres aussi, si ce document a posé problème, est-ce que maintenant c'est relativement clair pour vous? Ceux qui sont arrivés un peu en cours de route, hein, je suis en train de mettre en ligne la vidéo de mardi dernier et je mettrai aussi celle-là. Donc j'espère que vous pourrez récupérer éventuellement l'explication. Alors non, hein, c'est un document, alors je n'ai pas la date, donc Océane, ok, hein, donc si c'est plus clair, tant mieux. Euh, c'est un document qui avait été produit avant, hein, le début de l'épidémie mondiale. Alors évidemment, avec cette épidémie, vous avez un arrêt complet ou quasi complet, hein, des migrations internationales. Et donc, évidemment, puisque les frontières se ferment et que le trafic aérien est quasiment interrompu, donc évidemment, les prévisions étaient sûrement un peu surestimées. Euh, il faudrait que je retrouve la date exacte de la publication. Mais malgré tout, ça ne va pas, disons, ça ne va pas changer énormément, hein. Ça va un peu abaisser certains soldes migratoires, mais ça ne va pas non plus complètement bouleverser la logique. Disons que de toute manière, ce que cherche à montrer ce document, c'est que structurellement, et depuis finalement que les migrations internationales existent et qu'elles sont facilitées par des transports et des moyens de communication plus efficaces, structurellement, on a malgré tout un effet d'attraction des espaces développés sur les espaces qui le sont moins. D'accord? Alors attention, ça ne veut pas forcément dire, et d'ailleurs aujourd'hui c'est un constat que maintenant on a fait, ça ne veut pas forcément dire que la majorité des migrations vont des pays peu développés ou en développement vers les pays développés. En fait, dans le monde contemporain aujourd'hui, la majorité des migrations sont des migrations qu'on appelle sud-sud, donc pays du sud vers pays du sud, et non plus des migrations sud-nord, c'est-à-dire des pays du sud vers les pays du nord, hein. La majorité des migrations internationales sont des migrations sud-sud. Euh, mais parce qu'en fait, dans ces pays du sud, il y a une telle diversité que malgré tout, vous avez des gros écarts de développement. Le Nigeria, par exemple, pendant très longtemps, a attiré des migrants des pays voisins parce que il y avait une perspective de trouver des emplois dans le secteur pétrolier en particulier. Euh, les pays du Moyen-Orient qui ont longtemps été classés comme pays en développement ont attiré aussi beaucoup de migrants de la région ou des régions proches. Donc c'était des migrations sud-sud également, ce qu'on appelle les migrations sud-sud. Mais de manière générale, malgré tout, on migre en général, si c'est pour des raisons économiques, on migre plutôt dans des espaces qui sont plus développés que les espaces de départ. Voilà, excusez-moi, j'avais juste un petit truc à régler. Est-ce que sur ce cours, il y a d'autres questions? Alors, je vais rapidement l'afficher. Les documents sont vraiment très informatifs. Je pense pas qu'il y ait spécialement besoin là de les expliquer, à part peut-être donc celui-là. Encore une fois, c'était vraiment plutôt ici un des éléments de cours qui donne des informations et qui donne des exemples, hein, pour pouvoir illustrer un peu des devoirs. Alors, Anaïs, je vois que tu demandes la parole, donc je vais couper mon micro et te laisser la parole.
Euh, Monsieur, quand vous avez parlé de l'immigration massive en France pendant les Trente Glorieuses, vous avez évoqué le Benidorm. Est-ce qu'on peut, enfin, est-ce que c'est pertinent surtout d'évoquer, si on en connaît des organisations dans d'autres pays comme Green Bush ou Royaume-Uni? Alors oui, bien sûr, hein, vous pouvez très bien avoir des exemples qui sont tirés d'autres supports, hein, que le cours ou que le manuel. Alors, pour être tout à fait franc, je connais pas très bien ces organisations qui ont été mises en place dans le monde anglo-saxon, enfin en Angleterre, donc là ici en particulier. Donc éventuellement, tu peux écrire, hein, d'ailleurs le nom de l'organisation dans le chat, parce que je ne sais pas si tout le monde peut très bien entendre, hein, ton intervention, juste le nom de l'organisation. Et, euh, et évidemment, oui, cette migration, disons, institutionnalisée, le fait que certains États ont organisé des migrations du travail sur leur territoire pour augmenter leur stock de travailleurs, pour augmenter leur stock d'actifs, ça peut être illustré par plusieurs cas. Donc évidemment, enfin évidemment, c'est peut-être effectivement presque un travers, hein, mais moi j'ai pris le cas français puisque c'est celui que je connais le mieux et qu'on connaît le mieux en général dans les études en France. Ça ne fait pas de mal, hein, de voir que ce type de politique a été menée ailleurs, donc en Angleterre, pourquoi pas aussi. Alors là, c'est vrai que ce qui est particulier, hein, pour la France, et j'imagine que ça va être pareil pour l'Angleterre, c'est que c'est quelque chose d'assez ambigu, puisque ça s'oriente, hein, vers des territoires qui sont d'anciennes colonies, donc évidemment, il y a une question derrière du maintien de la domination, voire d'une forme de racisme qui perdure dans ce type de pratique, hein, du Bumidum, ou peut-être aussi donc de l'organisation anglaise. Cela dit, il y a d'autres donc il y a d'autres institutions, d'autres pays qui institutionnalisent comme ça les migrations du travail. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait par les pays du Golfe, hein, encore une fois, comme le Qatar ou les Émirats arabes unis, qui ont besoin de travailleurs étrangers et qui ont développé des agences d'État pour encourager l'immigration sur leur territoire et gérer ensuite les migrants sur leur territoire, c'est-à-dire les orienter vers un logement, les orienter vers un travail, euh, mais aussi parfois avec des abus, hein, comme la confiscation des passeports pour être sûr que les migrants restent dans le territoire jusqu'à ce que leur travail soit effectué. Et vous avez quand même des ONG internationales, hein, qui remettent fortement en question ce type de gestion des migrations internationales, puisque ça s'oriente, si ce n'est de l'esclavage, au moins du travail quasi forcé. Euh, En tout cas, donc aujourd'hui, c'est fortement remis en question. Mais c'était des pratiques que la France métropolitaine, hein, hexagonale, ou que l'Angleterre, comme tu le dis, hein, ont pu avoir aussi. Donc merci, oui, pour cette perspective un peu en dehors de la France. Et, euh, et donc utiliser un autre exemple, voire montrer que ça s'est fait dans plusieurs pays, ça justifie d'autant mieux l'idée. Voilà, alors finalement j'ai pris l'exemple de deux grandes vagues migratoires, on aurait pu prendre d'autres exemples, hein. Les Européens du 19e siècle. Alors ça c'est une histoire peut-être que vous connaissez un peu parce elle est un petit peu travaillée en seconde au lycée et puis même parfois au collège. Donc j'imagine que c'est des choses dont vous aviez déjà un petit peu entendu parler. Et puis, alors je passe un peu rapidement, puis je reviendrai éventuellement après. Et puis l'immigration en France pendant les Trente Glorieuses. Et puis là, après, je vous ai juste mis la carte, hein, enfin le document 48, pour les pôles attractifs des migrants internationaux aujourd'hui. Alors, Anaïs, je te relaisse la parole, je coupe mon micro. Ah, monsieur, non, j'ai juste envie de, Ok, d'accord. Alors, oui, donc cette immigration massive des Européens au XIXe siècle, elle a des facteurs économiques, bien sûr, mais éventuellement, ce qui peut être intéressant dans cet exemple, hein, si vous travaillez sur les migrations, enfin même sur ce sujet presque, hein, si vous travaillez sur les migrations des Européens au XIXe siècle, serait de bien montrer que comment dire, les migrants ne sont pas les mêmes au fur et à mesure du 19e siècle. Et c'est vrai qu'au début du 19e siècle,
les migrants qui partent de l'Europe vers les États-Unis sont malgré tout des migrants qui ont certains moyens économiques, puisque la traversée au début du 19e siècle reste coûteuse, complexe, qu'il faut avoir être capable d'avoir déboursé pas mal d'argent, d'avoir un petit peu d'argent de côté, un peu d'épargne, avant de se lancer dans la migration. Et progressivement au 19e siècle, les moyens de transport évoluant, les technologies de transport s'améliorant, le coût du transport va devenir beaucoup plus faible. Le transport va devenir lui-même d'ailleurs beaucoup plus sécurisé. Et là, vous avez une migration pardon, qui va devenir beaucoup plus populaire, hein, qui va toucher des catégories sociales de plus en plus pauvres. Et c'est là qu'on va avoir effectivement euh, des migrations qui vont concerner des paysans ruinés ou des ouvriers au chômage, ce qui n'était pas du tout le cas au début du 19e siècle. Alors ça permet aussi d'ailleurs de bien prendre en compte hein, dans les modèles de migration économique qu'on a vu la dernière fois, les modèles microéconomiques, que dans le calcul de la migration, il y a le calcul des avantages, des bénéfices attendus de la migration, mais on estime aussi le coût de la migration, hein. Je rappelle que ça c'est vraiment très important. Et donc si le coût de la migration est très élevé, forcément la migration elle est découragée. Ça c'est un raisonnement rationnel type Homo economicus, hein. Si le coût de la migration devient plus élevé, alors le phénomène migratoire va diminuer. Alors, ce que je n'ai pas noté là dans le cours, c'est qu'il est vrai que les migrations au 19e siècle peuvent aussi quand même s'expliquer pour des raisons, par des raisons socioculturelles. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les destinations des différents migrants que le partage d'une langue ou le fait qu'il y ait déjà une communauté, une diaspora installée dans un territoire d'arrivée, ça va permettre de renforcer la migration ou d'orienter la migration. Pour le dire plus clairement, euh, il est à peu près évident au XIXe siècle que les Européens qui parlent anglais, donc les anglo-saxons, les anglais, les irlandais en particulier, ils vont plutôt s'orienter vers les États-Unis. Les Allemands aussi, puisque vous avez encore à cette époque d'habitants des États-Unis qui sont d'origine allemande et donc la langue reste assez parlée aux États-Unis. Donc vous avez plutôt cette direction. Euh, il y a ces facteurs culturels, ces facteurs linguistiques hein, qui peuvent jouer aussi dans le choix de la destination des migrants internationaux. Alors, les explications de O'Rourke et Williamson, j'espère qu'elles étaient assez claires. Il y a des choses un peu paradoxales, hein. Enfin, disons, il y a des phénomènes qui sont un peu contradictoires, hein. C'est pour ça que l'analyse économique des migrations, elle n'est pas non plus très simple, puisque vous pouvez avoir encore une fois, des phénomènes qui produisent des effets assez paradoxaux. Puisque on peut dire qu'au 19e siècle, en Europe, vous avez à la fois des tendances à la diminution des salaires ou la pression à la baisse des salaires en raison de l'accroissement démographique. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on avait vues dans les chapitres précédents. Plus la population augmente, plus la main-d'œuvre disponible est abondante, et dans ce cas-là, il y a une concurrence terrible sur le marché du travail et les salaires ont tendance à diminuer. Mais dans le même temps, ceux qui conservent leur travail peuvent espérer, grâce à des gains de productivité, avoir des revenus qui augmentent. Donc ça dépend du secteur dans lequel vous travaillez, ça dépend dans la région dans laquelle vous êtes, est-ce qu'il y a beaucoup de chômeurs ou pas beaucoup de chômeurs, mais vous avez donc ces effets qui sont un peu contradictoires. Cela dit, dans un sens comme dans l'autre, ça peut malgré tout expliquer un certain accroissement démographique et une certaine tendance à l'émigration. D'après ces deux auteurs, c'est ça qui m'intéresse, hein, il faut pas trop exagérer sur le fait que la croissance démographique provoque du chômage et donc pousse ceux qui n'ont pas de travail à émigrer. D'après eux, c'est plutôt un facteur secondaire des migrations internationales, le fait que plus il y a de la population sur le marché du travail, plus il y a du chômage et donc plus il y a des migrants. D'après eux, c'est plutôt secondaire comme explication. Alors, sur les Trente Glorieuses, je pense que c'est des choses que vous connaissiez un peu. Les documents voilà, documentent pas mal tout ça, hein, illustrent pas mal tout ça. Euh,
Il est intéressant de voir ici aussi que les migrations s'expliquent par des facteurs économiques, mais aussi par des facteurs historiques, socioculturels. C'est-à-dire que les migrants qui arrivent en France pendant les Trente Glorieuses sont des migrants qui viennent des colonies ou des anciennes colonies françaises. Donc il y a un lien, disons, oui, culturel ou historique entre les régions de départ et la France hexagonale à ce moment-là. Euh, Sur l'Office national de l'immigration, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais c'est donc bien pour expliquer que ces migrations sont organisées par l'État pour que le redressement, la reconstruction de la France puisse se produire, puisse avoir. Alors, ok, merci Célia donc pour l'information. C'est vrai que les problèmes de connexion peuvent arriver. Et, moi, ça m'était déjà arrivé, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur des sessions précédentes aussi. Donc c'est pour ça que j'enregistre et que j'essaie de mettre aussi en ligne les vidéos. Donc Noémie, je suis désolé pour Noémie, j'espère qu'elle pourra reprendre un peu la session ensuite. Euh, bon, encore une fois, pour aujourd'hui, c'est presque moins gênant puisque c'est un cours qui est quand même très descriptif, avec plus des exemples que des explications en tant que telles. Voilà, donc le dernier point c'était le document 48, donc on l'avait rapidement regardé ensemble. Bon, ce qui fait que, encore une fois, pour la séance d'aujourd'hui, j'avais pas spécialement de grand-chose à ajouter. Euh, N'hésitez pas effectivement, alors comme Anaïs a pu le faire, mais comme d'autres aussi l'ont fait, je l'ai vu dans l'école, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu au-delà du cours et dans le manuel ou même par des lectures complémentaires d'autres exemples, d'autres idées sur les questions que nous abordons en cours. Ça vous permettra d'alimenter plus efficacement vos cols et vos futurs devoirs. Alors je vais quand même